Alors, je vous remercie beaucoup de me donner à nouveau la parole. L'actualité de l'heure est connue. Il ne faut pas faire exception à la tradition. Le dossier qui est en face de nous, c'est le dossier malien et plus précisément la libération des 46 soldats ivoiriens restant au Mali. Donc, c'est ce seul sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, nous avons tous constaté aujourd'hui même le discours de la bande de voyous des jeunes maliennes prononcé par un certain Abdoulaye Maïga devant l'ONU. Et vous avez vu le contenu. Les uns et les autres doivent comprendre que l'histoire a toujours été un enseignement. L'histoire de la junte malienne en est un parmi tant d'autres. On n'avait jamais vu un pouvoir militaire ou bien même un pouvoir civil se mettre à dos à la fois les instances sous-régionales, les partenaires occidentaux, l'ONU et les bailleurs de fonds et venir dire que ce pouvoir-là a fini par avoir gain de cause. Dans l'histoire, on n'a jamais vu cela. Lorsqu'on est devant la tribune des Nations Unies et on taxe les dirigeants d'un pays d'étrangers, on manque de respect à tous les voisins, on attaque tous les partenaires. Je ne sais pas ce quoi ça peut donner comme résultat, je ne sais pas qui est leur conseiller en communication, mais aujourd'hui, il reste plus que jamais très clair que la junte malienne est dans une aventure sans issue. Alors la logique est la suivante, il faut gâter, comme c'est déjà gâté, il faut gâter et puis on va voir ce que ça va donner. La logique est celle-là. Ce qui est malheureux, c'est de voir qu'il y a encore des gens qui continuent de soutenir cette junte dans son aventure sans issue. Il y a des gens pour les soutenir. Mais la réalité, c'est que lorsque cette junte malienne va se retrouver seule, en train de regretter, vous n'allez même plus voir tous ceux qui sont en train de la soutenir. Aujourd'hui, il y a des théories que les gens continuent de nous vendre sur le continent qui ont fini par montrer leurs limites. À part l'impérialisme, le panafricanisme, la souveraineté, le populisme, ça, ce sont des théories que les gens ne font que vendre à tout va. Mais la réalité, est-ce qu'après avoir vendu ces théories aux populations, en fin de journée, est-ce que les gens, ils arrivent à se soigner? Est-ce qu'ils ont un emploi? Est-ce qu'ils arrivent à manger? Est-ce que les enfants sont scolarisés? Est-ce qu'il y a des infrastructures routières pour circuler? Est-ce qu'il y a des industries pour donner des emplois? En fin de journée, voici les problèmes auxquels font toujours face les Africains. Malheureusement, ceux qui chantent toujours ces théories-là, impérialisme, anti-impérialisme, souveraineté, à bas le colonialisme, le panafricanisme, tout ça, ce n'est qu'un discours creux. Ça n'a jamais rien à voir. Tous ceux qui chantent cette théorie, même quand ils ont tous les plus grands diplômes du monde, vous vous rendez compte que la simple aiguille même, ils ne peuvent pas fabriquer. En fin de journée, c'est ça. Ils ne peuvent même pas fabriquer une simple aiguille. Ne parlons pas d'industrie pour donner des emplois. Donc, à un moment donné,
il faut que les gens arrêtent. C'est en cela que ceux qui sont épris vraiment de bonne volonté et qui veulent faire avancer les choses aussi, il faut que vraiment ils communiquent. Sinon, l'Afrique, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. À force d'avoir tellement répété ces théories-là auprès de certaines personnes, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand bien même ils sont allés à l'école, ils ont tous les diplômes, ils ne réfléchissent plus. Les gens ne réfléchissent plus. Aujourd'hui, où va la junte malienne? Où emmène-t-elle les Maliens? Qu'est-ce qu'elle est en train de fabriquer? Elle ne sait même pas où elle va. Pour elle, il faut se jouer les garçons. Mais nous sommes tous là, on verra bien l'issue. Et on verra ce que ça va donner. Mais ce que nous disons, nous avons été suffisamment clairs et fermes. Les signaux aujourd'hui montrent très bien que la junte n'est pas prête pour libérer ses 46 soldats. Elle n'est pas prête. La junte vient de dire que non, qu'elle ne va pas, comme on appelle même, recevoir les 3 chefs d'État à la date prévue. Nous venons d'apprendre aussi que la récente visite du chef de la junte guinéenne, Mamadou Doumbouya, au Mali, était pour aller lui demander à Goïta, bien sûr, de libérer les 46 soldats et que Goïta a été ferme vis-à-vis de Doumbouya. Il lui a dit comme cela qu'il n'allait pas libérer. Bon, il n'y a pas de problème. S'il ne libère pas les 46 soldats, il n'y a pas de problème qu'il ne les libère pas. On verra bien ce qu'il en fera. On verra bien si finalement il va manger les 46 soldats ou bien en les laissant en prison, si c'est ce qui va lui permettre de rester au pouvoir indéfiniment. Nous sommes tous là, on verra bien l'issue. Mais une chose est sûre, nous avons été suffisamment très clairs. La fermeté, rien que la fermeté. Et en la matière, des propositions ont été déjà faites dans ce sens. Donc nous demandons tout simplement, à l'issue de cette énième médiation des 3 chefs d'État, si libération il n'y a pas, il faut tout simplement passer à la vitesse supérieure en étant suffisamment ferme pour appliquer les différentes propositions qui ont déjà été faites. Parce qu'il est grand temps d'imposer le respect pour montrer à ces soldats-là qu'ils ne valent rien. Ils ne changeront rien à l'histoire du monde et ils ne peuvent pas non plus changer le cours du monde. Donc, il est grand temps de montrer à ces soldats qu'ils ne sont absolument rien et que le monde va fonctionner sans eux. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez des choses à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, Sundiata. Et depuis hier, vous aviez déjà attiré l'attention. Et c'était de bonnes guerres et vous avez vu juste. Mais Dieu merci, comme ces soldats ne peuvent pas s'estimer être les hommes les plus intelligents au monde, je crois que le monde entier comprend leur démarche suicidaire et les gens ne feront que les aider à les ramener à la raison. Comme j'étais en train de dire, le meilleur ennemi du Mali, ce n'est ni la France, encore moins la Côte d'Ivoire, c'est d'abord la pauvreté. Quand vous regardez le temps d'Ibeka, avec le temps que vous vivez aujourd'hui, il y a combien de familles qui peuvent dire aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui est mieux qu'hier. Chaque Malien doit se poser cette question. Votre deuxième ennemi, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, il pense qu'il connaît tout. Il pense qu'il peut tout faire. Et ça se caractérise, c'est lui qui parle beaucoup et qui donne l'impression qu'il a la force. Le Malien ordinaire parle beaucoup, comme s'il a une fois changé le monde, ou bien qu'en parlant, il peut changer le monde. Les dirigeants même ont la forte gueule, comme on a pu le constater. Ils disent des grands mots, mais à la fin de la journée, vous tendez la main pour payer vos soldats. À la fin de la journée, vous n'avez aucun plan de développement pour votre pays. Donc, tous ces gros mots d'ignorance ont servi à quoi? Et votre troisième ennemi,
il s'appelle Agali. Il s'appelle Amadou Koufa. Il s'appelle l'EGS, l'État islamique dans le Grand Sahel. Il s'appelle Assimi Goïta et sa bande de Souda et de Bidas, avec vos chaussures et vos uniformes perforés et vos uniformes débordants. C'est à croire que comment vous portez des boubous, des treillis en boubou. Quand on vous voit dans vos treillis, ça ressemble à des boubous. C'est des gens comme ça qui ont peur d'aller au front et qui ne tiennent même pas leurs paroles parce qu'ils ont peur des djihadistes et qui viennent jouer les durs devant une puissance nucléaire comme la France ou bien une puissance militaire comme la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Nous, on n'aura même pas à vous combattre. On va appliquer sur vous des sanctions économiques. Écoutez-moi très bien. C'est par ça que ça va commencer. On va appliquer sur vous des sanctions économiques. Assimi Goïta, tu n'auras pas cet honneur-là que la Côte d'Ivoire se fourvoie en allant gaspiller ses munitions sur toi. Tu es comme une souris. Si on va tirer notre munition d'éléphant sur toi, là, nous-mêmes, on dit chez nous, on gâte notre nom. Mais il y a une guerre qui est plus puissante. C'est la guerre diplomatique et médiatique. C'est la guerre intellectuelle. Et Alassane Ouattara a déjà mené cette guerre. Comment un faiseur de coup d'État peut devenir l'ami du monde entier? Sundiata le conquérant. Comment tout le monde entier peut se mettre derrière Alassane Ouattara qui a amené 49 soldats pour aller faire coup d'État chez vous? Même si c'était la vérité, ce n'est pas la vérité. Ça veut dire qu'il faut 49 soldats de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Ça veut déjà dire que la Côte d'Ivoire est plus forte que vous. Mais laissons tout ça. On va bloquer tout ce qu'il faut comme entrée de biens matériels dans le pays qui s'appelle le Mali. On va bien voir de quoi vous serez capable. On va aussi couper notre électricité là où vous ne devez plus d'une quarantaine de milliards. Et on va exiger que vous payiez avant qu'on ne puisse parler de d'autres choses. La fausse arrogance n'a jamais aidé quelqu'un. Vous, la bande à Assimi et les Maliens ignorants qui le suivent, votre ignorance vous perdra pour de bon. Et nous, on va vous dire cette vérité-là. De la même manière qu'Alassane Ouattara et le monde entier ne vont jamais vous suivre là. Le Mali seul ne peut pas être plus puissant que 194 pays du monde. On peut se débarrasser du Mali. Le monde entier ne saura même pas qu'il y a eu un pays qui a disparu. Et donc, les Maliens, si vous êtes suffisamment puissants, je crois que Assimi aurait dû faire de dire qu'il n'est plus dans l'ONU, qu'il n'est plus dans la CEDEAO. Mais contrairement à cela, ce n'est pas ce que votre ministre des Affaires étrangères a eu à dire, puisqu'il a parlé avant votre bouffon de Premier ministre. Il a dit qu'ils ont besoin des autres. Et vous dites que vous remerciez la MINUSMA, mais en même temps, vous êtes en train de la combattre. Et c'est pourquoi le président de l'Algérie vous a dit, vous êtes parmi ceux qui fabriquent artificiellement le djihadisme. Et la preuve la meilleure, c'est que vous kidnappez de la même manière que les djihadistes kidnappent. Vous demandez des rançons de la même manière que les djihadistes demandent des rançons. Vous faites dans le faux et les djihadistes aussi mentent. Les djihadistes disent qu'ils viennent pour un certain islam. Et vous vous dites que vous êtes venus pour instaurer un certain ordre démocratique. Et vous êtes devenus des dictateurs. Les djihadistes disent qu'ils viennent installer un certain islam, mais lorsqu'ils viennent, ils deviennent des tueurs et des buveurs de sang. Les djihadistes n'ont aucune respectabilité parce qu'ils sont sans foi ni loi. Et vous, aujourd'hui, personne, à cause de votre attitude, ne vous respecte sur la scène internationale. Et c'est pourquoi je dis que le Mali est devenu un proto-État djihadiste. C'est gros français, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement, c'est un État de djihadistes en formation. Aujourd'hui, que ce soit la junte, que ce soit les djihadistes eux-mêmes, puisqu'ils adoptent les mêmes méthodes, on dit bien que qui s'assemble se ressemble. Et donc, c'est pourquoi facilement, Assimi Goïta, tu livres les éléments des forces armées du Mali, les FAMA, à la mort aux djihadistes pour les fournir en armes, en blaguant ces gens-là que l'armée monte en puissance. Mais l'armée monte en puissance. Quand tu as fait ton coup d'État là, il y avait combien de pourcentage du territoire qui était sous le contrôle de l'État malien? Quand on dit aux gens non, ils n'ont rien apporté au Mali, non, vous mentez, il n'y a pas de problème. Quand Ibeka était là, il y avait combien de pourcents du territoire qui était sous le contrôle de l'État? Et aujourd'hui où je vous parle là, pourquoi lui-même n'est pas sorti hors du camp de Kati hier, avant-hier, pardon?
Pourquoi il s'est cloîtré dans le camp de Kati? Il n'a même pas pu aller faire l'indépendance à Bamako. C'est parce qu'il sait que même Bamako est infiltré. Il sait que même Bamako est dans le pain, comme on le dit. Aujourd'hui, toute personne censée sait que quand Ibeka était au pouvoir, avant août 2021, 2020 je vais dire, et aujourd'hui, Ibeka avait un plus grand territoire qu'il avait sous la gestion de l'État malien, plus que ce qu'une junte que celle-ci a aujourd'hui. Et ça nous permet de savoir que cette junte-là ne vaut rien. Et ce qui me permet de le dire, vous avez tous pu voir une note du département d'État américain qui prouve qu'à part la zone de Bamako, tout le reste du Mali, c'est une zone à risque, mais au niveau rouge. Donc quand on parle là, on ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un, on parle avec des réflexions cartésiennes, on parle avec les faits et on parle pour anticiper. Nous, on ne peut pas supporter une armée qui va prendre des violeurs et des recrues de justice pour venir mettre là. C'est pourquoi Wagner viole vos femmes. C'est pourquoi Wagner vous tue là-bas comme des lapins. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi. Si Wagner était venu pour vous défendre, pourquoi ils font ça? Voilà la réponse ici. Je ne m'amènerai pas toujours vivant. Ces prisonniers russes ont 5 minutes pour choisir. Continuer de purger leur peine ou s'engager dans la société militaire privée Wagner pour combattre en Ukraine. Et le discours du recruteur n'est pas édulcoré. Celui-ci n'hésite pas à détailler le premier assaut avec des prisonniers comme recrues. Il y avait 40 personnes de Saint-Pétersbourg, régime strict de détention, des récidivistes. Ils sont allés dans les tranchées ennemies avec des couteaux et les ont éliminés. De notre côté, 3 morts, 7 blessés. Sur les 3, l'un avait 52 ans, il avait écopé d'une trentaine d'années de prison. Il est mort en héros. Le profil idéal, des tueurs professionnels. Drogués et délinquants sexuels ne sont pas les bienvenus. En échange de 6 mois au sein de l'infanterie d'assaut, le recruteur promet une amnistie totale, mais interdiction de se rendre, de déserter, de piller et de prendre de la drogue ou de l'alcool. Mais pourquoi une telle campagne de recrutement ? Il faut savoir que Wagner ne recrutait pas en prison. D'ailleurs, ils avaient aussi comme règle de demander les casiers judiciaires des personnes qui postulaient chez Wagner. Mais là, on pense que face au nombre de morts, aux pertes que les armées russes subissent en Ukraine, il faut effectivement élargir le maximum possible la souscription sans appeler à une mobilisation générale. Du coup, on demande à Wagner de recruter plus. Un des viviers, une des réserves, c'est les prisons. Donc on a vu ça depuis 3-4 mois à peu près. Le recruteur n'est autre que Yevgeny Prigojine, un oligarque russe, surnommé le cuisinier de Poutine, car il a fait fortune dans la restauration. Prigojine était déjà soupçonné d'être un des fondateurs des milices Wagner. Nous avons pu authentifier la vidéo. Elle a été tournée dans la colonie pénitentiaire numéro 6 de Yoshkar-Ola, dans la République des Maris. Très reconnaissable grâce au clocher turquoise de son église orthodoxe. Et ce qui est certain, c'est que cette visite n'est pas isolée. Selon le journal russe indépendant Verska, les recruteurs de Wagner avaient déjà visité au moins 17 prisons dans 10 régions, une information confirmée par des détenus. Mais le discours des recruteurs séduit-il? Parmi les prisonniers de Yoshkar-Ola sur cette vidéo, près de 150 détenus se sont enrôlés, selon le média russe The Insider. Il serait près de 7000 à avoir été recrutés dans tout le pays. Et donc, mesdames et messieurs, on pourra s'arrêter là, mais c'est pour vous prouver la qualité morale. Les Wagner que vous avez chez vous, on vous a toujours conseillé. Et ça, c'était dans le cas ukrainien. Mais dites-vous bien que des gens aujourd'hui qu'on recrute comme des mercenaires au Mali ne sont pas des gens de bonne moralité. C'est pourquoi la semaine passée, ils ont volé les voitures sécurisées dans lesquelles vous mettez votre or là. Les mêmes Wagner, ils ont volé un cargo avec votre or. Vous cachez ça aux gens. Ce sont les mêmes Wagner qui ont piraté votre système administratif des impôts du Mali. Je l'avais dit ici il y a quelque temps. Tout récemment, ils ont fait ça à un autre pays, là, cette semaine-là, mais je ne vais pas donner le nom de ce pays-là. C'est un pays qui est un pays frais. On ne va pas donner ces détails-là. Voilà. Ils ont fait ça même, je crois, le mardi ou le mercredi. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Et donc, vous avez cherché ce que vous avez cherché. Mais nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on ne va jamais soutenir des gens qui sont venus illégalement et qui veulent créer une dictature dans la sous-région
et qui prennent les personnes les plus lamentables. Même Poutine même a honte de reconnaître que les Wagner, les Blancs se connaissent entre eux. Nous, on peut dire qu'on ne connaît pas entre les Blancs. Quand un Français dit que ceux-là, ce sont des Wagner et que tout le monde le vérifie, venez nous dire que c'est faux, qu'il n'y a pas de Wagner. Ce sont des prisonniers, des individus à la moralité défaillante. Ce n'est pas avec cela qu'on construit une nation, chers Maliens. Sundiata, c'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup d'avoir ajouté tous ces aspects. Nous demandons avec insistance à la Côte d'Ivoire, à la CEDEAO et à l'ONU de s'apprêter pour la carte de la fermeté. Parce que nous le disons très clairement, nous sommes aujourd'hui presque certains que nous allons en arriver là. Donc il faut déjà opter pour la carte de la fermeté. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci infiniment. Et que la grâce divine nous couvre et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et nos soldats. Amina ya Rabbi. Amen. Merci beaucoup.